Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire cette courte introduction pour vous dire trois choses. La première chose, c'est que je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir qu'Eliott donne des conseils, que ce soit pour votre carrière professionnelle, mais également vos études, des conseils à forte valeur ajoutée. Donc voilà, même si cette vidéo est peut-être un peu longue, je vous conseille, si vous n'avez pas le temps de la regarder d'un coup, de la regarder par exemple en plusieurs fois. Pour le deuxième point, je voulais juste m'excuser parce que vous allez voir que j'ai eu des petits problèmes techniques au cours de cette interview. Et donc, pendant le montage, j'avais le choix entre soit garder une bonne qualité vidéo et sonore de mon côté, ou alors du côté d'Eliott. Et comme vous allez voir que Eliott parle plus de 95% du temps, j'ai décidé de privilégier la bonne qualité sonore et vidéo d'Eliott et pas la mienne. Et pour le troisième et dernier point, je voulais encore remercier Eliott de m'avoir accordé un peu plus d'une heure de son temps pendant son week-end. Eliott, c'est actuellement un analyste au sein de l'un des fonds dans l'un des plus grands fonds de private equity dans le monde. Donc voilà, c'était un vrai privilège d'avoir pu effectuer cette interview. Et comme je l'ai dit, il donne vraiment des super conseils. Donc j'espère que vous allez pouvoir en retirer le maximum de cette interview. C'est tout pour moi et maintenant je laisse place à l'interview. Merci beaucoup, Elliot, d'être avec moi aujourd'hui pour effectuer cette interview et de prendre le temps justement. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Elliot, je l'ai rencontré au sein d'un forum, d'un événement organisé par la société au sein de laquelle il travaille actuellement, qui est Partners Group, qui est venu au sein de mon école pour présenter un graduate programme, mais également les opportunités pour rejoindre cette belle société d'investissement. Et donc, j'ai pu discuter avec Elliot, échanger sur son parcours et je l'ai trouvé super intéressant, raison pour laquelle je lui ai demandé d'effectuer cette interview-là, afin que ça puisse en bénéficier à plus que, entre guillemets, seulement moi. Et Elliot a très gentiment accepté. Et voilà, comme j'ai dit, je te remercie beaucoup. Et je te propose c'est que tu commences par te présenter, faire un petit retour sur ton parcours scolaire et ensuite ton parcours professionnel et quelles ont été les raisons qui t'ont poussé justement à faire les différents choix que tu as pu faire au cours de ton parcours. Oui, merci Hugues pour l'invitation, c'est un plaisir. Je suis analyste actuellement à Partners Group basé à Londres. Je suis analyste en immobilier et d'investissement, donc sur les marchés privés. J'ai grandi sur la Côte d'Azur, je suis né à Cannes dans le sud de la France et j'ai fait mes études au lycée à Genève. Et puis c'est là que, disons, mon parcours a vraiment commencé un thème qui a un petit peu façonné mon évolution par la suite, qui est que j'ai toujours eu un train de retard dans ce que je faisais à partir, disons, du bac. J'ai passé mon bac. À l'époque, je voulais étudier quelque chose d'assez spécifique, qui était les sciences politiques, avec un focus sur le monde arabe. Et j'ai pas été accepté sur le campus de Sciences Po Paris à Menton, qui était dédié au monde arabe, qui était spécifiquement ce que je voulais faire. À partir de là, j'ai un petit peu perdu une année. Finalement, j'ai eu l'opportunité d'étudier ce que je souhaitais faire, mais c'était pas en France, c'était au Maroc, à l'Université internationale de Rabat, donc un bachelor de Sciences Po Rabat, Ok. qui s'appelle Sciences Po Rabat, qui se situe à Rabat, en double diplôme avec le campus de l'IEP à Grenoble. Et puis, donc ça m'a vraiment permis, disons, de m'accomplir dans ce domaine qui me tenait à cœur à l'époque. Et puis, à la fin, en fait, j'ai réalisé que j'allais me réorienter, que c'était pas vraiment ce que je voulais faire en termes de carrière. Et disons, la graine a commencé à germer dans mon esprit que c'était de la finance que je voulais faire. Donc, voilà, c'était beaucoup, disons, de blabla en sciences politiques. Ça reste vraiment un grand intérêt chez moi, mais j'avais décidé d'avoir une carrière un petit peu plus comment dire, factuelle et Et comment tu de as eu ce garder ça. déclic Comment? parce que comment tu as eu ce déclic? Parce que c'est vrai que c'est quand Oui. même deux mondes qui sont totalement différents et c'est top que tu aies ce bagage-là. J'imagine que ça fait vraiment la différence au cours de ton poste actuellement. Mais comment est-ce que tu t'es dit, bah, tiens, c'est la finance qui m'intéresse plutôt que les sciences politiques? Bah, c'est drôle parce que au lycée, j'étais vraiment un bon élève, disons, toute ma vie, mais j'avais un petit peu des faiblesses en maths en particulier. Et du coup, quand mon beau-père un jour m'a dit je te verrais bien en finance, au début, c'était complètement absurde. Et c'était vraiment un long chemin depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui où finalement, bah, à un moment, j'ai réalisé que c'était possible et puis finalement Ok. que c'était plausible. Et puis finalement, j'ai décidé de m'y dédier à fond. Et donc, j'ai fait ce choix à la fin de mes études de Sciences Po. J'avais lu, je me rappelle, Rich Dad Poor Dad à l'époque et ça a commencé à germer. J'ai fait un échange à Londres, à SOAS University où le but était en fait d'apprendre l'arabe. Et finalement, j'ai pris des cours de comptabilité et de finance. Ok. Et immédiatement, j'ai vu en fait que mes faiblesses en mathématiques, ça n'allait pas vraiment impacter ce choix. Et clairement, au quotidien, ce qu'on fait, c'est les quatre opérations. C'est vraiment rien de très savant.
Et plus on le pratique, plus on devient, disons, familier. Voilà, c'est un peu comme, disons, la gymnastique. Je pense que les maths, moi-même, même si j'avais un petit peu plus travaillé quand j'étais plus jeune, bah, j'aurais davantage réussi. Et là, avec déjà quelques années d'expérience dans ce que je fais, tout ce qui est calcul se fait par Excel. Et après, il s'agit plus de savoir comment utiliser Excel. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel, disons, j'ai des facilités. Et Ok. donc, j'ai découvert en fait que au début, c'était un risque de passer de la science politique à la finance. Et finalement, c'est un risque qui a extrêmement payé. Et dès le début, je me suis vraiment senti dans mon élément et je me suis Ok. senti confiant de m'éloigner de ma zone de confort en sciences politiques pour en fait prendre cette voie un peu plus risquée, mais qui finalement se trouvait un peu à la confluence de quelque chose que j'aimais, qui était utile, qui allait me faire gagner plus d'argent que la science politique et où j'étais bon. Donc, et au fur et à mesure des années, j'ai fait par la suite d'autres choix et j'ai pu vraiment raffiner cette direction pour aujourd'hui être à un endroit qui me convient. Ok, top. Mais ok, top. Mais alors moi, je connais ton parcours, mais je vais juste leur dire parce que c'est vrai que tu as parlé de sciences politiques, puis ensuite finance. Mais en gros, tu as rejoint donc l'EDEC à la suite de ton bachelor, c'est Correct. ça? Et Donc, donc, tu as en effectué fait, ça s'est fait en 2 étapes. Ah, ok. Après mon bachelor, j'ai fait un premier master à Londres, à l'université de Westminster. J'ai appris, disons, la finance généraliste là-bas, c'était très, très général. Et après un an de master, je ne me sentais pas encore tout à fait confiant à commencer à travailler à temps plein. Donc, j'ai fait le choix, qui n'était pas un choix évident, de m'engager pour 3 ans. Donc, à l'EDEC, j'étais très content d'avoir enfin un grand nom sur mon CV. Euh, et en fait, c'est un peu ce que je disais précédemment, où j'avais toujours un train de retard. C'est-à-dire que non seulement j'ai décidé de faire de la finance bah, après mon bachelor, alors que beaucoup de personnes, elles décident même avant leur bac. Et à partir de là, elles peuvent commencer à avoir les stages, etc. En fait, j'ai seulement réussi à avoir accès, disons, à une grande école à partir de mon deuxième master. Donc, j'ai fait le programme Grande École à l'EDEC à partir de là. Donc, la première année, encore une fois, généraliste, à la fin de laquelle j'étais un petit peu perdu toujours. J'ai mis, disons, du temps vraiment à comprendre même des choses basiques. Il y avait une différence entre finance de marché et finance d'entreprise. Toujours rien sur mon CV en termes professionnels. Et finalement, juillet 2019, vraiment au dernier moment, j'ai eu un très bon premier stage à Paris en, disons, analyste M&A pour des levées de fonds de start-up et scale-up dans l'écosystème tech. J'étais dans une firme qui s'appelait Avolta Partners, c'était ma première expérience, donc en sell-side. Et ensuite, j'ai poursuivi, disons, dans ce domaine sur le buy-side avec un fonds de venture capital slash growth equity qui s'appelle Quadia, qui fait exclusivement de l'investissement à impact, qui est basé à Genève. Donc après cette première année, je suis retourné à l'EDEC avec cette fois une année de spécialisation en finance d'entreprise, donc où j'étais beaucoup plus confiant parce que c'est vrai que ce que j'ai dit sur les maths, c'est valable en finance d'entreprise, pas en finance de marché. En finance de marché, voilà, à l'EDEC, il y a des matrices et des choses avec lesquelles je n'étais pas tout à fait confiant. Et j'avais vraiment eu des difficultés pendant la première année. Donc là, j'ai pu vraiment arrêter tout ce qui était finance de marché, dire je ne vais pas être trader, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais par contre, tout ce qui est corporate finance, investment banking, private equity, c'est là que j'ai des facilités, c'est ça que je veux faire. Et encore une fois, ça, je l'ai réalisé relativement tard dans mon parcours par rapport à d'autres personnes. Donc, je reviens mon troisième master à l'EDEC, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, les startups tech dans ma vie? La réponse était non. La réponse était non. J'ai réfléchi à une catégorie d'actifs qui allait être porteuse, disons, sur le long terme, et où je me voyais faire ça dans 50 ans, 60 ans. Et ça, c'est l'immobilier d'entreprise, Ok. l'immobilier commercial, disons. Dans la mesure où, encore une fois, une intuition, j'avais aucune garantie que ça allait me plaire plus que ce que je connaissais déjà et qui était le venture capital. Et une intuition qui a vraiment payé. À partir de là, ça m'a pris un an disons 9 mois pour avoir ma première vraie opportunité en immobilier en immobilier d'entreprise parce que j'avais uniquement, quand j'ai immobilier d'entreprise, c'est par opposition à l'immobilier de tous les jours qu'on connaît, c'est-à-dire l'immobilier résidentiel. Pour faire une parenthèse, donc l'immobilier d'entreprise, on va parler de bureaux, donc du résidentiel, mais voilà, pas des appartements individuels souvent. La logistique, des centres commerciaux, des hôtels, ça c'est ce qu'on appelle immobilier commercial ou immobilier d'entreprise. Ça m'a pris 9 mois pour avoir ma première opportunité dans ce domaine, puisque, ben, encore une fois, sur mon CV, j'avais un train de retard. J'ai découvert ce que je voulais faire très tard. Et
Par contre, j'avais fait un choix payant, dans la mesure où, et c'est un petit peu un message que j'essaie d'envoyer lorsque j'interagis avec des étudiants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu deux catégories de personnes, c'est assez binaire en fait chez les étudiants. Il y a une certaine catégorie qui a su ce qu'elle voulait faire très tôt, qui a peut-être des parents qui sont dans le domaine, qui a peut-être été pistonné pour avoir des stages, et qui du coup a vraiment des CV qui se distinguent et qui sont... Il n'y a pas de souci à se faire pour eux. Il y a une autre catégorie de personnes, dans laquelle je faisais partie, qui n'ont pas eu les facilités, qui sont venus à la finance plus tard, qui n'ont pas ce CV parfait. Et du coup, pour moi, ce choix d'immobilier d'entreprise a vraiment été payant dans la mesure où je n'étais pas compétitif pour tout ce qui était summer traditionnel, euh, ou le parcours, disons, la voie royale, la grande porte, banque d'affaires, private equity. Je n'étais pas du tout compétitif pour faire ça. J'ai mis du temps à le comprendre. Euh, pour faire ça, il faut avoir su ce qu'on veut faire très tôt, il faut avoir une bonne succession de stages pour ensuite candidater au stage d'une firme où on veut vraiment travailler, qui soit un grand compte. On fait un summer, on fait peut-être un off-cycle et après on convertit. J'étais pas vraiment dans une position de faire ça. Et du coup, d'avoir choisi vraiment une voie parallèle, une voie, disons, une voie secondaire qui était l'immobilier, ça m'a permis en fait de participer dans des processus de recrutement qui étaient beaucoup plus casual, qui étaient beaucoup plus, beaucoup moins euh, fermes, structurés, compétitifs. Et donc, j'ai échoué dans les premiers processus parce que j'avais rien d'immobilier sur mon CV et puis il y avait quand même de la compétition, donc des gens qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Mais au bout de quelques mois, finalement, la persévérance a payé. Et donc, j'avais candidaté sur le site de CBRE, qui est la plus grande firme au monde de services en immobilier, donc du sell-side d'immobilier d'entreprise. Donc, lorsqu'une firme veut vendre, un investisseur veut vendre des bureaux, par exemple, il s'adresse à CBRE pour jouer le rôle d'agent immobilier, mais pour de l'immobilier d'entreprise. Et mon téléphone sonne, mon futur manager qui m'appelle. J'ai vu ton CV, il est top. Quand est-ce que tu commences? Et C'est le coup de OK, téléphone rêvé, ça. vraiment le rêve. Surtout à ce moment-là, c'était très difficile. Disons, mon process de recrutement, ça avait vraiment du mal à, à se mettre en place. Et finalement, ça s'est débloqué d'un coup, en fait. Et donc, je dis ça parce que quand on fait des choix qui sont pas à la voie royale, il y a beaucoup plus d'opportunités en fait qui existent. Il y a des processus de recrutement qui sont beaucoup moins structurés. Où, en fait, d'ailleurs, l'immobilier d'entreprise, c'est une voie qui est où le contact humain compte beaucoup, qui est beaucoup moins, par exemple, basé sur quelle école est-ce que tu as fait, qui est beaucoup plus basé sur est-ce que tu peux faire le travail et est-ce que tu peux bien t'entendre avec d'autres êtres humains. Euh, Ça, c'est vraiment ce qui compte en immobilier. Et là, en l'occurrence, mon ex-futur manager, ce qu'il cherchait, c'est quelqu'un qui pouvait commencer rapidement, faire le travail et qui a un CV qui lui donne des assurances que ça allait bien se passer. Donc, finalement, ça s'est débloqué et j'ai pu commencer ma première expérience en immobilier d'entreprise, qui était un stage à CBRE pendant 6 mois. Peut-être pour conclure sur donc, cette dernière phase qui m'a amené aujourd'hui à travailler à Partners Group. 6 mois de stage à CBRE. Donc, j'ai une première expérience en immobilier d'entreprise. Donc, c'était l'équipe qui vendait des bureaux en France, en région. Donc, vraiment, le rôle parfait pour apprendre et pour développer mes compétences en immobilier d'entreprise, apprendre donc, l'analyse de marché, avoir de la pratique en termes de modélisation avec des vraies transactions, apprendre les processus de négociation, apprendre vraiment toutes les bases. Et puis, au bout de peut-être 4 mois, 6 mois, j'avais fait le tour puisque c'était des transactions core, c'est-à-dire 2% de TRI, des choses où il y a très peu de risques, qui ont tendance à être un petit peu toujours la même chose. Et, et puis moi, j'avais, disons, derrière la tête quelque chose qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur, c'était d'habiter à Londres. Je ne me voyais pas faire mon avenir en France. Et j'ai finalement participé à un process de recrutement avec Partners Group, un processus de recrutement qui était ad hoc. C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne suis pas passé par la voie royale. Je ne suis pas passé donc, à Partners Group. C'est pour ça que j'étais à l'EDEC lorsque j'ai rencontré Hugues. C'était pour présenter le Financial Analyst Programme, qui est disons la grande porte où on recrute des analystes à la sortie de l'université
et ils vont faire, ils ont 2 ans, 3 ans de formation dans différentes branches de la firme, avec vraiment un esprit de programme, un esprit de cohorte. Moi, ce n'était pas ça, c'était un processus de recrutement ad hoc où mon équipe avait besoin d'un analyste rapidement, encore une fois. Donc, moins de compétition, plus de place pour exprimer ma personnalité, mes compétences. Et dans ces processus, on en fait 3, 5, ça fonctionne au bout d'un moment. Donc, c'était une opportunité qui était incomparable avec ce que je faisais à l'époque, en termes vraiment sur tous les plans, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Donc, il n'y avait vraiment pas de sujet. J'ai décidé de poursuivre Appartenance Group. Ouais, ce qui est un excellent choix. Mais et ça m'emmène justement un peu avec cette transition-là. Quelles difficultés tu as rencontrées? Juste pour faire une petite parenthèse aussi, je me suis permis de pas de te couper parce que ce que tu disais, c'est super intéressant. Et voilà, enfin, je te laisse un peu parler, mais voilà, je voulais pas trop t'interrompre dans tes propos. Voilà, vraiment encore merci d'être là parce que voilà, tout ce que tu dis, c'est beaucoup, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Revenons à nos petits moutons. Enfin, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Parce que comme tu disais, la voie réelle, c'est de faire de l'investment banking puis du private equity. Alors que là, toi, tu as réussi à travers un stage en sell side au sein de CBRE, de quand même rentrer dans du private equity sans passer par cette phase vraiment investment banking en CDI pour 2-3 ans, etc. Euh, Dans le processus, tu nous as dit que c'était un processus ad hoc, mais est-ce que tu as quand même rencontré des difficultés ou alors non, au contraire, comme tu dis que c'est quelque chose qui est un peu plus niche, l'immobilier d'entreprise, tu as pu notamment te démarquer avec ton expérience au sein de CBRE. Je pense que en immobilier d'entreprise, comme disons en private equity niche, donc par exemple tech ou healthcare ou peut-être même private equity traditionnel, mais plus small cap, mid cap, il y a des opportunités de recrutement en sortie d'université. C'est-à-dire qu'à mon sens, j'ai vu des gens qui ont fait peut-être leur stage, comme je l'ai fait sur le sell side, et puis après ça, qui ont pu commencer leur premier rôle full-time sur le buy side. Si on veut, disons, faire une grande firme de private equity, typiquement, il va falloir avoir de l'expérience sur le sell side en full time avant d'avoir accès à ces opportunités. Ça dépend des firmes. Il y a certaines firmes qui m'ont dit reviens dans 2 ans quand on ne parle pas à des analystes qui sortent de. Et puis, il y en a d'autres qui ont pas de souci avec ça et qui ont envie justement de former des analystes qui n'ont pas encore en tête comment faire les choses et qui ont l'espace disponible pour apprendre la manière de faire de l'entreprise. Je dirais que ça dépend de la personnalité des gens. C'est-à-dire que pour moi, le sell side, disons qu'il s'agit d'aligner des logos et d'apprendre la rigueur, ce qui est bénéfice d'apprendre la rigueur, mais de passer des années à faire des tâches assez mondaines, je pense que ce n'est pas souhaitable. Je pense que ça peut être nécessaire si vraiment l'objectif de vie est d'aller dans un grand fonds de private equity. C'est sûr que voilà, KKR ou à Blackstone, il va falloir passer 2 ans à faire ce que je viens de décrire. Et ça peut être très intéressant. Mais en tant qu'analyste, vraiment pas les tâches les plus sexy du monde. Et après, c'est un style de vie. Ce pas les horaires les plus sexy du monde non plus, mais c'est un style de vie. Dans la mesure où certaines personnes, c'est ce qu'elles veulent faire, je le respecte et je le comprends. Personnellement, c'est pas ce que je voulais faire. Okay. Et je pense qu'il aurait fallu énormément d'efforts de ma part pour être compétitif sur, encore une fois, cette grande voie. Donc, j'ai voulu trouver un équilibre entre le succès professionnel et faire quelque chose qui me plaisait professionnellement. Là, je suis dans un domaine qui m'intéresse, à mon avis, beaucoup plus que de faire des LBO traditionnels, à mon avis. Donc, je dirais qu'en termes de compétences, si on parle uniquement de compétences, ce n'est pas un obstacle pour travailler sur le buy side et ne pas avoir fait 2 ans en full time de sell side. Parce que, soyons honnêtes, on y apprend la rigueur, ça c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup été utile dans mon premier stage à Avolta. C'est-à-dire que ça m'a appris à utiliser la bonne police, à bien aligner les choses, à faire attention que les choses soient bien dans l'ordre. Et c'est une compétence importante en tant qu'analyste. Aujourd'hui, les petits détails comme ça, ils sont pris en compte. Ils sont pas oubliés de mon côté. Et pour ça, une expérience en sell-side, c'est extrêmement formateur. Je pense que si on souhaite commencer sur le buy-side, parce que c'est, je pense, le meilleur endroit pour commencer. C'est pas le meilleur endroit pour commencer, mais c'est un style de vie. C'est pas les horaires les plus sexy du monde non plus, mais c'est un style de vie. Dans la mesure où certaines personnes, c'est ce qu'elles veulent faire, je pense que
on est plus proche des transactions, on fait des tâches plus intéressantes, on est dans souvent, ce qui est vrai, on dit qu'on est dans la logique d'un acquéreur, même en tant qu'analyste, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre des tapis, mais on est bien là pour analyser est-ce que l'investissement fait sens pour notre firme ou pas. Ça, intellectuellement, c'est beaucoup plus stimulant. Donc, en ce qui me concerne, ce n'était pas un obstacle de ne pas avoir fait 2 ans. Et d'ailleurs, vraiment, encore une fois, en ce qui me concerne, mon rôle sell-side, il a été joué à CBRE. C'est-à-dire que CBRE, c'est littéralement le sell-side, mais en immobilier. Ça s'appelle un courtier, littéralement en français. C'est du brokerage en anglais. Donc, c'est des agents immobiliers pour des bureaux ou pour des centres commerciaux, etc. Et en fait, d'avoir CBRE, donc ça peut être, en France, ça pourrait être BNP, Real Estate, à l'étranger, ça va être JLL, ça va être Cushman Wakefield. D'avoir ces grands noms, en fait, ça va donner accès à des firmes un peu sérieuses sur le buy side en sortie d'université. Ok, super. Ok, super. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir pour toutes les personnes qui veulent faire absolument du buy-side, qui ne veulent pas passer par la case IB, de faire donc un stage en immobilier, en sell-side, et pour ensuite potentiellement rentrer dans un fonds en immobilier d'entreprise. Ok, mais top, super conseil. Maintenant, passons un petit peu à ce que tu fais actuellement au sein de Partners Group. Donc déjà, félicitations pour ton poste, parce que je pense que on est plusieurs à vouloir avoir le même poste que toi. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu, déjà Partners Group, mais aussi les missions au quotidien que tu fais en tant qu'analyste? Alors, tu as parlé un peu de modélisation, etc., mais peut-être m'en parler un petit peu plus. Tout à fait. Donc, à Partners Group, on est donc une firme d'investissement globale sur les marchés privés exclusivement. Nous opérons dans 4 segments différents qui sont le private equity, private debt, private infrastructure, private real estate. Je suis dans la dernière catégorie, private real estate. Pour chacune de ces segments, on a 2 équipes, l'équipe directe qui intervient sur les transactions où nous avons le contrôle et l'équipe intégrée, integrated, qui intervient sur toutes les autres transactions. Donc, ça peut être des transactions primaires. Donc, une transaction primaire, c'est quand un general partner, un investisseur, un GP, donc par exemple un fonds français d'immobilier qui, lui, achète des bureaux, des centres commerciaux, des hôtels, etc., veut lever un fonds, il veut lever par exemple 500 millions, s'adresse à des investisseurs comme nous pour avoir des tickets pour pouvoir lever son fonds. Et donc, nous allons, lorsqu'on fait un investissement primaire, donc, nous allons regarder par exemple, le track record de cet investisseur, la stratégie, est-ce que ça fait sens sur un plan macro? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire en termes de risque? Et disons qu'il y a différents types de primaires. Ça, c'est assez intéressant à comprendre. C'est que, donc en anglais, on appelle ça blind pool, c'est-à-dire un peu un panier aveugle, disons. Ça va être une primaire avec typiquement, on fait ça avec des investisseurs qu'on connaît déjà parce que c'est plus risqué. Ce sont des primaires où on intervient au début du processus. Donc, aucun capital n'a encore été levé, donc aucun investissement n'a encore été fait. Donc, le risque est maximal. On n'a aucune visibilité sur les futurs actifs, sur les futurs cash flows. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être confortable et de bien connaître l'investisseur, puisque sur ces primaires en blind pool, en amont du processus, il y a davantage de risques. Mais on peut aussi intervenir un petit peu plus tard au moment du processus de financement du fonds, je parle à l'échelle du fonds, puisque nous investissons dans des fonds. Donc, c'est-à-dire que typiquement, ils font plusieurs closings et donc ils font leur premier closing. À partir de là, ils vont commencer à déployer le capital qu'ils ont levé. Donc, peut-être qu'ils veulent lever 500 millions. Ils font un premier closing à 200 millions. Ils vont commencer à déployer ce capital. Et ces premiers investissements, ça s'appelle un seed portfolio. C'est des graines qui sèment et qui vont ensuite pouvoir montrer aux autres investisseurs qui sont un petit peu plus prudents et qui veulent intervenir plus tard dans le processus de levée de fonds pour dire voilà ce qu'on a fait. On a acheté tel bureau, ça a commencé à performer. On a commencé par exemple, à faire les développements qu'on voulait faire. On a commencé à trouver des locataires pour augmenter le occupancy rate de ce bureau. Le risque est diminué et souvent, le portefeuille produit déjà du cash flow, ce qui fait que c'est plus intéressant pour un investisseur qui cherche un profil de risque moindre. Et donc, si on n'a jamais investi avec un investisseur par le passé, on va être plus prudent et attendre qu'il y ait en fait déjà des cash flows déployés. Un second type, je vais vraiment dans les détails,
parce que je ne pense pas que ce soit des informations qui soient très, très disponibles sur Ouais, Internet. je suis d'accord. Sur vraiment le fonctionnement de l'industrie. Et puis là, on parle d'investissement en fonds de fonds, ce qui est assez spécifique. Et ce qui n'est pas forcément, encore une fois, très connu quand on est étudiant. Moi-même, j'ai commencé mon job, je n'étais pas forcément très clair sur tous ces concepts. Deuxième type de transaction qu'on peut faire, ça va être un investissement secondaire, où là, ben, le premier investisseur qui a investi dans ce fonds, donc au moment de la levée de fonds, peut-être qu'il a envie de vendre à un moment donné, parce que il a un facteur exogène, donc il veut rééquilibrer son allocation immobilier, donc il veut vendre cette participation dans le fonds. Peut-être que le profil de risque ne lui convient plus, c'est-à-dire que la majorité de la valeur dans le fonds a déjà été réalisée. Lui, il voudrait en fait prendre ses gains et puis les redéployer ailleurs où il peut davantage faire des profits. Donc nous, on va en fait faire un achat sur le marché secondaire de la participation de ce limited partner, LP, dans ce fonds du LP. En gros, on rachète la participation au LP. Et c'est intéressant pour nous parce que là, on intervient avec encore moins de risques. C'est-à-dire que le portefeuille, il a largement été déployé à ce stade. Le profil de risque, il va être beaucoup moins risqué, typiquement. On va être quand même sur des returns value-add, mais on va en fait avoir énormément de visibilité sur le portefeuille et on va avoir notamment un portefeuille qui produit déjà du cash flow. Et ça, en termes de profil de risque, c'est pas du tout la même chose que si on a un portefeuille avec 20% d'occupation et énormément de développement à venir. Donc, en fait, ça nous permet d'éviter les premières années de la fameuse J-curve. Ça nous permet d'éviter toute cette partie de déploiement du capital, où il n'y a pas forcément de rendements qui sont donnés aux investisseurs, de distributions qui sont faites. Nous, en faisant une secondary, on peut intervenir à un moment où les distributions sont déjà en train d'avoir lieu. Au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'analyste, on passe du temps sur Excel, pas sur PowerPoint. Donc, en sell side, on passe énormément de temps sur PowerPoint et relativement peu sur Excel. Ça dépend des rôles, mais sur le sell side, que ce soit dans la banque d'affaires où j'étais ou que ce soit à CBRE, c'était 90% de PowerPoint et peu d'Excel. Là, la seule raison pour laquelle j'ai ouvert PowerPoint, c'était pour faire la production, la présentation à l'EDEC, en fait. Je ne finis jamais PowerPoint, je passe tout mon temps sur Excel. Et un petit peu d'ailleurs sur Word à rédiger les rapports d'investissement. Ok. Mais je passe vraiment mes journées en fait, à modéliser les transactions qui sont sourcées par mon manager. Donc, mon manager network dans l'industrie. Il se trouve que tel LP veut vendre sa participation. Donc, souvent, nous, à Partners Group, on essaie de s'insérer sur les processus off-market pour éviter la compétition et avoir des meilleurs points d'entrée. Donc, on va recevoir des informations financières qu'on va souvent, ils refusent de partager leur modèle et il faut que je remodélise de zéro disons, les cash flows du portefeuille qui a déjà été acquis. Okay. Et le but de l'analyste financier, c'est de déterminer est-ce que cette opportunité d'investissement a d'importantes chances de produire les rendements qui sont attendus par ma firme. C'est-à-dire qu'un investisseur, ça a un coût du capital. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a des investisseurs qui veulent un certain rendement sur leur capital. Donc, nous devons sélectionner des opportunités qui ont une grande chance de pouvoir apporter ce rendement cible à nos investisseurs. Entre parenthèses, les fees et les commissions que nous générons sont aussi déterminées sur le buy side de manière générale, sur la performance des investissements qu'on fait. Du coup, c'est pas juste pour nos investisseurs, c'est aussi pour nous. On est extrêmement bien alignés en termes d'intérêt pour sélectionner des investissements qui font sens en fonction de notre coût du capital. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chercher des investissements qui font peut-être 12% d'IRR net des fees, des commissions du GP, parce que le GP lui-même va vouloir charger des commissions. Donc, un investissement qui peut-être va faire 18% d'IRR Brut. ou 16% d'IRR brut. Après les fees du GP et après les fees de Partners Group, nos investisseurs, peut-être qu'ils vont avoir 10%, 9%. Et Okay. vraiment beaucoup d'étapes à modéliser. Cette désolé, excuse-moi, je vais pas envie de te couper là, mais je pense que c'est super intéressant. Cette modélisation là, financière, tu la bases sur des visites de sites, sur, j'imagine, des recherches, sur peut-être des modèles que tu as déjà fait.
Comment est-ce que tu fais pour construire justement le modèle sur lequel tu te bases pour déterminer les rendements? Ouais, c'est, disons, une compétence à apprendre. Donc, quand on sait faire un modèle financier de manière générale, on comprend la mécanique, on comprend les inputs, on comprend les outputs, et à partir de là, on l'applique à la situation réelle en face de nous. Et ça, c'est un aspect très important, à mon avis, dans mon travail, c'est qu'il y a énormément de créativité dans ce qu'on fait. Et notamment, il y a certaines firmes d'ailleurs qui utilisent des modèles tout faits, où il faut juste plugger les choses et ça fonctionne. Je trouve pas ça très intéressant. Je pense que un grand intérêt de notre travail, c'est vraiment de pouvoir customiser le modèle en fonction de l'investissement. Est-ce qu'il y a du CAPEX? Est-ce que le focus est sur l'occupation? Est-ce que le focus est sur l'augmentation du loyer? Quels sont les drivers qui sont propres et uniques à cet investissement? Et comment est-ce qu'on peut peut-être passer plus de temps à les définir et à les analyser dans notre modèle, alors que si il y a vraiment peu de CAPEX, la partie CAPEX, bah, je vais pas vraiment m'en occuper, en fait, je vais en faire seulement une ligne. Ok. Concrètement, il faut avoir donc cette disons, compréhension de base de comment on fait un modèle financier. Entre parenthèses, la modélisation en immobilier, elle est très différente de la modélisation en finance traditionnelle. C'est-à-dire qu'en finance traditionnelle, nous allons avoir ce qui s'appelle financing, accrual accounting plutôt. C'est-à-dire les cash flows sont basés sur le moment où ils sont réalisés, pas sur le moment où le cash rentre dans la trésorerie. En immobilier, ce sont des cash flows de trésorerie qui sont faits. Donc, il n'y a pas toute cette différence de accrual versus cash. Il n'y a pas toutes ces accounts receivable, tous ces différents items qui vraiment sont la fondation de la finance traditionnelle. En d'autres termes, c'est beaucoup plus simple du côté immobilier, puisqu'on est sur du cash accounting et on est sur des line items qui sont une fois qu'on les connaît, c'est très mécanique, en Ok. fait. Disons, bah, ça m'amène vraiment à un point que je tiens à établir. Donc, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup parlé de modélisation. J'en parle beaucoup parce que ça a un rôle essentiel, en fait, dans ce qu'un analyste fait au quotidien. Le conseil numéro un que je donne aux différents étudiants avec qui j'interagis, c'est qu'il faut apprendre à modéliser par soi-même. Il n'est pas raisonnable de vouloir prétendre à un rôle, même un stage, dans n'importe quelle firme de finance d'entreprise sans savoir utiliser Excel de façon avancée, sans savoir faire un DCF les yeux fermés, disons, sans même, pour certains rôles, savoir faire un three statements. C'est pas très compliqué. Ça prend quelques séances de pratique. Et puis, la logique, elle commence à se mettre en place. Et puis, j'insiste là-dessus à chaque fois que j'en parle à des étudiants, dans la mesure où ce ne sont pas des choses qui sont connues et ce ne sont pas des choses qui sont apprises à l'université, par exemple. Euh, je me rappelle d'un pote qui me disait, mais comment est-ce que tu vas projeter le balance sheet? C'est impossible de projeter la dette et le cash, etc. Parce qu'on ne l'apprend pas en cours. Alors qu'il y a des méthodes pour le faire. Et dans certaines branches, par exemple equity research, c'est ce qu'on fait toute la journée. C'est des three statements, donc les trois grands comptes de l'entreprise qui sont projetés dans le futur. Et donc, pour travailler comme dans la finance traditionnelle que dans la finance immobilière, il y a des techniques qui sont vraiment la base de notre métier et ça repose sur les épaules des étudiants eux-mêmes de les apprendre. Voilà, j'allais au bureau le week-end pour pratiquer mes séances de modélisation sur mon cours parce que j'avais conscience que il n'y avait pas le choix d'apprendre ça par moi-même. C'était pas mon maître de stage qui allait me l'apprendre, c'était pas mon prof de corporate finance qui allait me l'apprendre. Une fois qu'on a acquis ces bases, en fait, on est dans sa zone de confort au travail. Parce que, par exemple, dans mon équipe, on va intervenir sur des transactions qui sont non seulement des portefeuilles, donc on ne va pas investir dans un seul bureau, mais on va investir dans 30 bureaux. On ne va pas investir dans juste un actif comme un GP le ferait, mais on va investir dans un fonds. Donc les techniques de modélisation, elles prennent vraiment en complexité. Et c'est là qu'une grande créativité intervient et une grande, disons, autonomie est d'ailleurs donnée à l'analyste pour arriver à modéliser
et à customiser le modèle en fonction des traits propres à la transaction. Et ça, en fait, c'est un peu comme Picasso qui dit voilà, qui peut briser les règles parce qu'il maîtrise, les règles de base, en fait. Il peut seulement les briser parce qu'il a appris son métier. Et pour en Et revenir à, ouais. excuse-moi, je vais me permettre de te couper, pour en revenir à ce que tu disais, quels outils, quelles formations tu as pu suivre pour peut-être donner des idées? Je me souviens que tu me parlais d'une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux justement en reparler? Parce que je Ouais. me suis permis ensuite, quand tu m'en as parlé, d'aller voir. Et en effet, ça m'a beaucoup aidé, notamment sur Voilà. l'exercice de valorisation et Ouais. des three statements. Il a fait une vidéo dessus. Donc, est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu? Oui. Donc, il y a un individu qui s'appelle Brian de Cesare qui est un peu une figure incontournable, à mon avis, moi, qui a changé ma vie littéralement avec donc deux sites. Un site qui est la vitrine de ce qu'il fait, qui donne des conseils de recrutement, de carrière et qui vraiment explique l'industrie. Donc, pour un étudiant, moi, voilà, c'est vraiment ce que j'aurais dû faire dès que j'ai commencé à m'intéresser à la finance, c'est lire ce blog de fond en comble pour comprendre vraiment la carte de l'industrie. Qu'est-ce que c'est l'investment banking? Qu'est-ce que c'est le corporate development? Qu'est-ce que c'est le equity research? Qu'est-ce que c'est le venture capital? Qu'est-ce que c'est le hedge fund? Qu'est-ce que c'est le private equity? Qu'est-ce que c'est le private debt? Son site s'appelle Mergers and Inquisitions. Et ce site gratuit, avec d'ailleurs il y a beaucoup, comme tu l'as mentionné, je crois, donc il y a une chaîne YouTube où il Hmm. montre des modèles et il donne des modèles gratuits, il donne beaucoup de contenu gratuit pour apprendre à la modélisation, mais pour aller en détail, donc il y a des cours payants qui coûtent plusieurs centaines de dollars, mais qui sont en fait essentiels. Donc plusieurs centaines de dollars, c'est une fraction d'un cours de grande université aujourd'hui. J'ai beaucoup plus appris sur ce cours que dans mon université, en faisant 3 masters. Tout ce que j'utilise au quotidien, en fait, je l'ai appris sur ce cours en ligne. Je ne l'ai pas appris Ok. dans le cours d'Excel ou de valorisation à l'université. Donc, question d'entretien, entre parenthèses, pour les gens qui font la voie royale, parce que voilà, donc quand on va pas avoir des questions sur comment valoriser un convertible bond quand on passe des entretiens qui sont, disons, plus ad hoc, qui sont moins structurés. Par contre, quand on fait la voie royale, on a des questions assez avancées en termes de comptabilité. Ça, c'est couvert par ce cours. Et donc, il va vraiment dans les détails, il permet de comprendre les concepts de façon très intime pour ensuite pouvoir y répondre en entretien de manière assez spontanée. Euh, Question Ok. d'entretien, DCF, Three Statement, M&A Model, LBO Model et Real Estate. Et moi, son cours d'immobilier a vraiment été la fondation de ce que je fais aujourd'hui. Alors, ça a ses limites. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de substitut également pour l'expérience. C'est-à-dire que ces cours en ligne, il y a pas que Brian, il y a également comment ça s'appelle, Corporate Finance Institute. Hmm, En ça. real estate, il y a un mec qui s'appelle Break into CRE qui est pas mal. D'ailleurs, c'est bien si vous voulez aller plus loin, de faire peut-être plusieurs cours. Parce que ça, en termes après de créativité, de pouvoir être créatif avec son art, d'avoir pu voir en fait différents types de modèles et différentes techniques qui sont employées, et ben, ça permet ensuite d'avoir plus d'outils dans sa sacoche à déployer lorsqu'on est en phase de situation réelle. Donc ça peut être un bon conseil à mon avis de ne pas faire seulement un seul cours, mais de les mélanger. Voilà. Ok, ok, mais super clair. Super premier conseil. Et pour parler un peu plus de conseils, si tu pouvais, alors c'est peut-être une question un peu difficile, mais si tu pouvais retourner en arrière, que ce soit dans ton parcours scolaire, mais également ton parcours professionnel, est-ce que tu ferais quelque chose de différent de ce que tu as pu effectuer? Ou, peut-être, hein, peut-être que tu viens de répondre non, mais voilà, est-ce que tu ferais quelque chose différemment par rapport à ce que tu as pu effectuer? Oui, je pense que j'ai beaucoup souffert, même sur le plan personnel, mais aussi sur le plan en termes de rapidité d'avancement, du fait de mettre du temps à trouver ce que je voulais faire. Donc, forcément, les conseils que je donne aujourd'hui aux gens, même, je parlais à quelqu'un qui n'a pas encore eu son bac récemment, et je lui disais, le plus tôt tu peux comprendre ce que tu souhaites faire, le plus tôt tu peux lire le blog Mergers and Inquisitions et comprendre l'industrie, comprendre de quoi tu parles, comprendre qu'il y a une différence entre finance d'entreprise et finance de marché. Moi, j'ai appris ça à la fin de mon deuxième master, ce qui n'était pas forcément très pertinent. Et ben, tu es capable de faire des choix, de trouver des stages, de construire ton CV plus tôt dans ta vie. Et
it compounds, ça s'additionne en fait, au fur et à mesure des années. Maintenant, je pense que mon parcours apporte un petit peu cette leçon aussi qu'il n'est jamais trop tard pour faire ses choix. Il n'est jamais trop tard pour, voilà, si quelqu'un commence et fait 2 ans de full-time en venture capital et dit, bon, finalement, c'est pas pour moi, j'ai envie de faire du real estate, bah, why not? Mais donc, il y a toujours des moyens d'être intelligent et de trouver la voie et d'apprendre par soi-même. Mais le plus tôt on peut commencer à comprendre ce dans quoi on s'engage et mener une bataille gagnante, en fait. S'engager dans une bataille qu'on sait qu'on peut gagner, c'est-à-dire pas candidater à Goldman Sachs avec un CV qui a une expérience de serveur, bah, le plus tôt on peut comprendre ça, le plus rapidement on va avancer. Donc, si je pourrais changer des choses, bah, j'aurais fait des stages immobiliers au lieu de faire des stages de venture capital, par exemple, parce que ça m'aurait permis de trouver plus facilement par la suite. Maintenant, même en faisant des choix tard, en persévérant, en faisant des choix intelligents et des choix, disons, qui ne sont pas de s'obstiner dans une voie qui ne fonctionne pas, mais de prendre une voie un petit peu parallèle, bah, j'ai pu arriver à un endroit qui me satisfait aujourd'hui. Donc, je pense que la leçon, elle est qu'il y a toujours des... Il faut faire les choix le plus tôt possible, mais à l'arrivée, on ne peut pas revenir dans le passé. Et même si on les fait un petit peu plus tard, il y a des moyens d'être compétitif dans des voies parallèles. Donc, je les ai dit un petit peu précédemment, mais corporate development, credit analysis, private real estate, private infrastructure, project finance, private banking, corporate banking, peut-être que je l'ai déjà dit. C'est une industrie extrêmement riche et dans, disons, l'imaginaire étudiant, dans les contextes donnés par les career centers, il y a vraiment audit et M&A. IB M&A, PE. Et c'est très limitant en fait. C'est-à-dire que l'audit, je ne suis pas le plus grand fan de l'audit dans la mesure où ça peut convenir à certaines personnes et il y a des carrières à avoir en audit, mais ça ne devrait pas être présenté comme l'alpha et l'oméga ou la porte d'entrée obligatoire. Ce n'est pas une porte d'entrée obligatoire. Il y a une myriade d'autres possibilités qui existent. Moi, j'avais sérieusement considéré l'equity research à un moment parce qu'il y avait ce focus sur les compétences techniques, sur le fait toute la journée, on fait des three statement models où on va littéralement valoriser l'entreprise. Alors, c'est une industrie qui est en déclin, mais ce n'est pas pour ça qu'il va avoir 0 job à l'avenir. Donc, vraiment, tout est bon à comprendre et à considérer en tout cas. Et il y a des opportunités en dehors des opportunités, entre guillemets, royales qui sont mises en avant. Voilà. Je te rejoins à 100% dessus. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est un très bon conseil, c'est le fait d'être curieux le plus tôt possible. Et donc, ça rejoint ce que tu dis, le fait de pouvoir s'intéresser. Et on a de la chance, on va dire, notre génération, c'est qu'on a accès à beaucoup de ressources gratuites, que ce soit sur YouTube ou même, comme tu dis, sur Google. Donc ça, c'est un excellent conseil, vraiment, de ne pas se limiter à ce que toutes les personnes nous disent, audit et M&A private equity, de regarder un peu partout, et notamment aussi pour les différents secteurs, et de se construire une expertise dans un secteur ou même dans une classe d'actifs ou quelque chose comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment top. Euh, Dernière question, parce que déjà, ça fait pas mal de temps qu'on parle là, et je te remercie beaucoup encore pour ton temps. Parce que j'ai oublié de te la poser justement, est-ce que toi, tu es content actuellement? Et ça, c'est une question, je pense qu'on devrait poser directement à toutes les personnes que tu as vues. Est-ce que tu es content dans ce que tu fais? Alors, c'est assez transparent, je pense, dans la manière dont tu nous as parlé de ton expérience, mais quand même, tu es content d'avoir fait ce choix-là directement. Tu n'as pas l'air de regretter de ne pas avoir été passé par ne pas être passé par la phase IB. Tu es content au sein de Partners Group en tant qu'analyste? À 100%. Donc, je dirais que c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, de sauter la case IB tant qu'on prend sur soi-même pour avoir les compétences. Je suis très content au quotidien parce que je suis dans une catégorie d'actifs qui est vraiment passionnante, qui est l'immobilier. Je veux dire, tout le monde a un oncle qui veut faire de l'immobilier, tout le monde s'intéresse à l'immobilier, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, c'est quelque chose encore une fois, qui est vraiment porteur, dans lequel on peut se projeter sur le long terme. C'est un plaisir à modéliser au quotidien, c'est des techniques de modélisation qui, une fois qu'elles sont acquises, elles peuvent vraiment être déployées, voilà, pour faire des portefeuilles, pour faire des fonds. Il y a beaucoup de créativité qui intervient dans mon travail au quotidien et ça, à mon avis, c'est important en finance de trouver, à mon avis, un rôle où on peut avoir cette notion un peu d'autonomie et de créativité, même en tant qu'analyste, parce que
il y a des rôles où c'est pas permis et c'est dommage en fait, parce que c'est un petit peu tout le bonheur qu'il y a dans ce travail, c'est de, voilà, parfois il y a un challenge, il faut produire par exemple une analyse, on n'est pas forcément confiant de comment réconcilier les chiffres, on y passe 2 heures et puis boum, on y arrive parce qu'on commence à maîtriser ce qu'on fait en fait. Il y a vraiment une grande joie à faire ça. Également, je dirais que le fait d'évoluer dans une firme où j'ai des coéquipiers, une équipe où on intervient en équipe d'investissement qui sont très petites. C'est-à-dire que, par exemple, l'investissement que je fais actuellement, il y a mon manager et moi. C'est-à-dire que on est 2 sur un investissement de, mettons, 40 millions. Et donc, en tant qu'analyste, je peux m'approprier les chiffres, être responsable du modèle et à partir de là, poser des questions aux contreparties, intervenir sur la rédaction de rapports d'investissement, peut-être intervenir au comité d'investissement. Donc, être vraiment responsable sur est-ce qu'on a une bonne compréhension de cette transaction? Est-ce que tout est compris? Est-ce que les chiffres font sens? Quels sont les risques? Quelles sont les parties qu'il y a besoin de développer? Et de trouver un rôle. À mon avis, il y a intérêt au début de sa carrière à faire plusieurs stages, à essayer plusieurs équipes, même plusieurs, voilà, de faire 1 an, 2 ans à un endroit et peut-être de changer si on n'est pas à 100% content, dans la mesure où il faut pouvoir trouver ces différents paramètres qui changent d'une équipe à l'autre et qui peuvent faire une énorme différence au quotidien, en fait. Ok, c'est top. Ouais, tu as l'air d'être vachement responsabilisé sur tes missions. Ouais. Au grade d'analyse, c'est rare dans les grandes structures et par contre, que tu es une grande structure. Donc ça, c'est vraiment top. Et tu m'en avais parlé quand on s'était vu. Donc, ça donne vraiment envie de rejoindre cette belle structure. Euh, Écoute, Elliot, C'est un très merci. bon employeur, je dois dire. Ok, bon, Un top. très bon employeur avec une bonne atmosphère dans l'équipe. Donc, ils sont basés à Zug en Suisse. Avec une présence globale. Donc, il y a des bureaux aux États-Unis et des bureaux à Singapour. Nous, on intervient sur l'Europe occidentale, mais aussi sur la Scandinavie, sur l'Europe du Sud. On fait un peu d'Europe de l'Est. On intervient dans toutes les catégories d'actifs en immobilier également. Donc, on va faire on peut tout faire. Aujourd'hui, on est principalement intéressé par la logistique, le nouveau résidentiel, le bureau avec des caractéristiques ESG. Et donc, en fait, il y a une grande diversité. Je parlais de la diversité dans la modélisation, mais en fait, elle vient aussi de la diversité dans les transactions qui sont entreprises. Et ça, encore une fois, quelle différence au quotidien avec un rôle qui fait un petit peu toujours la même chose. Oui, enfin, c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai que les personnes peuvent se dire immobilier égale bureau, alors que non, c'est bien plus que seulement des bureaux. Et comme tu le dis, bah, il y a plein de classes d'actifs et c'est ce qui fait la beauté de ce métier. C'est ce que j'ai pu constater au cours de mon expérience au sein de Raseo. Écoute, Elliot, merci beaucoup encore pour ton temps et pour avoir discuté sur différents sujets. Je suis persuadé que ça va aider pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo. Euh, Écoute, je sais pas si tu as peut-être si t'as un dernier mot à dire, peut-être, ou pas, et sinon on peut arrêter notre échange directement. Je pense que j'ai parlé assez de modélisation pour le mois à venir, donc je ne vais pas encore insister là-dessus. Je pense que le message est passé. Mais voilà, bonne chance. Parfois, ces processus de recrutement, ils peuvent vraiment devenir personnels, ils peuvent vraiment devenir difficiles, ils peuvent vraiment devenir désespérants si on est en retard, si on n'arrive pas à mettre en place ces processus. Et voilà, il y a seulement 1 an, un peu plus d'1 an, j'avais du mal à avoir mon premier stage à CBRE et je ne savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Donc, il y a tellement d'opportunités en fait, et on est jeune, voilà, si on est intéressé par ce sujet, on est dans notre vingtaine, on a vraiment une grande richesse d'opportunités et on a, comme tu l'as dit, les ressources pour se les approprier et make the most of it. Donc voilà, bonne chance. Ok, bah, c'est top. Merci beaucoup, Elliot. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et comme j'ai dit, j'espère que vraiment vous allez pouvoir en retirer un maximum de tous les conseils que Elliot a donnés au cours de cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me motiverait justement à essayer de chercher d'autres personnes que je peux interviewer. Merci Elliot, j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi au cours de cet échange. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Hugues, à la prochaine, ciao.